Laurence Vaquie. Laurence Vaquie, eh bien, elle est avec nous maintenant dans cette matinale et je la salue. Bonjour ma chère Laurence et bienvenue dans cette matinale de Géopolitique Profonde. Bonjour Nicolas. Écoute, par rapport à tout ce qu'on voit, donc effectivement, je vais parler du cinéma, mais du vrai cinéma, hein, du cinéma qui est beau, qui est un art, et du cinéma aussi qui a une fin, parce que là, ce qu'on voit, et puis j'ai écouté précédemment les invités, c'est sans fin là, hein, il y a C'est jamais, ça, ça se finit jamais, hein, parfaitement exact. voilà. Ça ne termine Alors, jamais. donc l'idée, effectivement, c'est de parler du vrai cinéma, mais le vrai cinéma qui affûte nos perceptions, qui montre aussi un monde plus beau, mais aussi avec une plus grande lucidité. Et aussi l'idée d'aller voir les films en salle. C'est pas que je m'oppose à ce que dit Mike, mais un film en salle, c'est beaucoup plus organique. C'est partager un collectif en même temps de voir la même chose. Donc, je vais parler que des films que l'on peut encore voir en salle, qui viennent de sortir ou qui sont sortis il n'y a pas très longtemps. Celui-ci, donc, c'est Downton Abbey, le grand final. Donc là, on voit l'affiche. L'affiche, c'est Lady Mary. Lady Mary qui va remplacer Lord Robert qui tenait donc ce château Downton Abbey. Donc on voit la magnificence britannique, de l'aristocratie britannique, puisqu'on est dans l'histoire d'une maisonnée britannique qui commence juste après le Titanic, le naufrage du Titanic. Le film, là, lui, c'est 1930, juste après encore une autre crise, puisque c'est la crise de 29, avec tout ce que ça suppose en termes financiers quand on doit gérer un château. Alors, Downton Abbey, il y a comme moi les aficionados de cette série qui, au départ, était une série effectivement qui a été écrite et scénarisée par Julian Fellow, qui est arrivé en France en 2011. Donc pour ceux qui ont déjà vu, il y a eu 6 saisons de 52 épisodes d'environ 50 minutes. Alors en même temps, Downton Abbey a changé suivant les pays. C'était pas tout à fait les mêmes épisodes, pas tout à fait le même contenu. Enfin bon, dans l'idée, c'est ça, hein, c'est 6 saisons. Puis après est passé au long métrage extrêmement réussi. Donc le premier long métrage 2019, le deuxième 2022 et celui-ci 2025. Bon, alors il y a la musique, donc j'invite à écouter la bande-annonce que de fait tu as vue, hein, que tu m'as dit avoir. Oui, tout à fait, je l'ai vu, ma chère Laurence, cette bande-annonce. J'aimerais peut-être, parce que j'ai été un peu pris de court là par la vitesse à laquelle les choses sont allées, peut-être dans un esprit un peu d'ordre, commencer, même si tu étais en effet hier soir chez Mike Borowski, c'était le cas il y a aussi une dizaine ou une quinzaine de jours, pour la grande émission du soir, une émission qui est commentée d'ailleurs actuellement par le chat, rappeler peut-être et faire une présentation, commencer peut-être par une petite présentation, Laurence, puisque c'est la première fois que je t'interviewe, c'est la première fois que tu viens dans une matinale de GPTV, et puis après on reviendra sur Downton Abbey. Rappeler que tu es écrivain, philosophe, que tu fais un billet d'humeur depuis juin 2017. Ah bah oui, si ça dit quelque depuis chose à l'élection de quelqu'un. Macron. Il y Voilà, avait sur quelque chose qui Macron, clochait. depuis juin 2017, un billet d'humeur sur la politique française d'Emmanuel Macron, dont tu dis, eh bien, elle se terminera le jour où cette chronique où il partira. Et alors, on pourra passer peut-être à une publication Emmanuel Macron, un imposteur, point d'interrogation. C'est ce qu'on te souhaite, évidemment. Sur ton site, on peut te retrouver aussi, Laurence, en un seul mot, laurencevaki.wordpress.com. C'est un moyen aussi, en effet, de te suivre. Et puis, donc, Laurence, tu as été particulièrement remarqué, que ce soit sur Nexus ou sur François, sur lequel certains de tes billets sont publiés et tes chroniques mensuelles aussi diffusées, voilà, sur la chaîne du journal Nexus. C'est un petit peu, si tu veux ajouter des éléments sur ta présentation, entre autres sur le fait que tu es très attaché au sujet de l'écologisme, voire de l'escrologie, nous avions tout à l'heure Florian Philippot, eh bien, n'hésite pas à terminer cette présentation. Et puis après, on revient sur Downton Abbey, si tu veux bien.
Bien sûr. Alors, bah déjà, rajouter que vendredi, je serai sur NRA, justement, pour faire la chronique qui est tirée du billet d'humeur de septembre, que je vais écrire tout à l'heure, d'ailleurs, pour tout révéler. Par rapport à l'écologisme, donc effectivement, je prépare un livre sur ce sujet, donc un livre en tant que philosophe. Moi, je ne suis pas scientifique, hein, mais l'idée, c'est de faire poser des questions, puisque on voit aussi que le système actuel, le système médiatique officiel, c'est d'empêcher les gens à se poser des questions et de leur marteler des pseudo-vérités et puis mettre la science comme une vérité. Concernant effectivement Florian, donc j'étais à Arras par rapport à cette escrologie effectivement qui est dans un but de retirer la souveraineté, donc la souveraineté personnelle, d'empêcher les gens de se poser des questions, et évidemment la souveraineté énergétique et la souveraineté d'un pays. Voilà ce que j'avais aussi à rajouter. Je ne sais pas si toi, de ton côté, tu vois autre chose. Non, c'est très bien. Ça permet de, et puis on va te découvrir petit à petit, semaine après semaine, justement, en tant qu'artiste philosophe. Je le dis, rêver Voilà. le monde plus beau et le mettre en acte. Bah oui, hein, parce que le mettre en acte, c'était important et ça fait partie, l'action justement, action, cinéma, bon. Donc on revient sur Downton Abbey sur lequel Oui, effectivement j'ai démarré sur des chapeaux de roue. D'abord parce qu'il y a l'enthousiasme de ce film qui est absolument magnifique, évidemment que je recommande, hein, je présente des films que je recommande en plus de l'idée, de l'association au niveau politique, de ce que ça permet de comprendre aujourd'hui. Donc ce film, alors quand on le voit en salle, et c'est là où c'est très intéressant. D'abord, donc c'est un monument. Ce film, on s'est attaché au personnage. Il y a une identification qui s'est faite. Et quand le film, on est arrivé au générique de fin, il faut savoir qu'on a applaudi. Les gens ont applaudi dans la salle. Il y a, quand on finit ce film, bon, on finit avec le sourire. Ça, c'est vrai, parce qu'on a vu les personnages évoluer. Donc là, évidemment, il y a les aristocrates d'un côté, mais il y a aussi la domesticité de l'autre, et l'évolution qui s'est produite au fur et à mesure, donc qui démarre en 1912, et là, on est en 1930. On voit une société qui a complètement évolué, qui en plus a traversé la Première Guerre mondiale. On voit l'évolution des rapports entre deux classes qui semblaient très distinctes et déterminées à la naissance. Hein, on essaie soit aristocrate, soit domestique. Et évidemment, les rôles se mélangent. Et puis, que ça soit domestique ou aristocrate, les problèmes de cœur sont les mêmes, les problèmes existentiels sont les mêmes. Mais voilà, donc il y a cette évolution et aussi l'évolution au niveau de l'argent. Bon, dès le départ, il y a toujours des problèmes d'argent quand tu dois gérer une maisonnée comme ça, mais effectivement, ça fait penser à un succédané de la Révolution française où progressivement la noblesse est écartée pour faire place à une classe bourgeoise qui n'a pas de déterminisme social au départ oui. et qui progressivement s'impose sans avoir tout le côté élitiste dans le bon sens du terme, d'avoir les valeurs. C'est marrant parce que tout à l'heure, j'ai entendu parler de monarchie républicaine. Alors, tu vois, ça fait un lien avec ton invité précédent. Saint-Martin. Donc, il y a quand même ce. Donc, on sort, on est aussi, on doit quitter ces gens pour lesquels on s'est attaché. C'est ça aussi le cinéma, c'est qu'on se projette dans les personnages, on vit plusieurs vies, on se projette beaucoup plus facilement dans les personnages du cinéma que dans les personnages de la politique actuelle. C'est beaucoup plus agréable, beaucoup plus nuancé. Hein. Donc, d'une certaine façon, en politique, on a plus des espèces de personnages carton-pâte, hein, alors qu'au cinéma, on a des vrais personnages. Finalement, le cinéma devient la vie, en tout cas la vie souhaitée. Donc, on sort avec ça. Vraiment, j'encourage. Alors déjà, je vous invite à voir la bande-annonce, ne serait-ce que pour voir et entendre la musique de John Lune. Cette musique, elle a été, dès le départ, c'est une musique récurrente qui revient. Et rien que de l'entendre, tu as des frissons parce que tu revois tous les personnages. Sur ce dernier opus, qui sera vraiment le dernier, je ne sais pas ce qui pourrait se passer après, sur ce dernier opus, il manque un comédien, enfin une comédienne qui est Maggie Smith, qui incarnait Lady Violette.
Lady Violette, c'était la comtesse douairière, absolument insupportable. C'est la grande méchante et elle nous manque. Mais bon, comme elle est décédée lors du deuxième long métrage, mais elle est évoquée. Donc c'est la mère de Lord Robert Crawley, donc qui doit laisser la place. Hein. Donc au niveau des thèmes, donc on a le divorce, c'est-à-dire que là, Lady Mary, qu'on a vu tout à l'heure à l'image avec l'affiche, elle est divorcée. Ça ne se fait pas dans la noblesse. Donc on voit déjà comment on va accepter cette situation des femmes, qui était encore beaucoup plus en carcan dans la société aristocratique que dans la domesticité. Ceci dit, la domesticité aussi est un peu perdue parce qu'elle avait une place et une responsabilité bien particulière. Donc il y a une perte de repères tout en étant plus de liberté, mais la liberté, on le sait, il faut l'apprendre. La liberté, c'est une responsabilité qui n'est pas forcément facile. Personne ne te balise ton chemin. Donc il y a l'évolution de la société qu'on voit, un changement de règles, donc au niveau des mœurs et de ce qui est accepté, et puis aussi, ça c'est intemporel, c'est le fossé entre les générations, c'est accepter la relève, c'est que Lord Robert Crawley, il n'a pas du tout envie de lâcher son château. Il voudrait bien, il l'annonce, oui, on va le faire et tout, mais tu vois, c'est un chef d'entreprise en fait. Les maisonnées britanniques en fait sont des entreprises. Et c'est comme si dans une entreprise, bien sûr. Tes employés, quel que soit le niveau ou la hiérarchie ou le respect d'une hiérarchie stricte ou pas, à qui tu vas demander de diriger l'entreprise, il y a une peur à un moment donné. Donc ça, c'est intemporel. Alors après, sur le thème proprement politique, je voulais parler des classes sociales. Donc c'est un film qui, dans les analyses que tu fais justement de ces films, dont tu pourrais nous rappeler quand même le scénario. J'ai vu dans le chat des gens qui interrogeaient sur le scénario même du film. Alors du film, celui-ci, ou de l'ensemble? Non, de Downton Abbey, les trois. Les trois plus le scénario la série, en tant que tel. Quel est le thème principal? Alors, il y a le thème principal, c'est l'histoire d'une maisonnée britannique aristocratique, avec toutes les coutumes, puisqu'au départ, on a donc quand je dis au départ, c'est pas sur ce film-là, hein, c'est sur le tout début de la série. On a le Titanic qui a échoué. Les héritiers qui étaient censés reprendre le château et donc tout l'aspect financier du château sont décédés. Et il faut un héritier mâle. Sauf que Lord Robert Crawley et sa femme Cora, qui est américaine, ce qui était une particularité financière aussi de l'époque, qu'un lord épouse une américaine qui, elle, était rentière, ça faisait partie du système. Alors parfois, ce n'était pas très joli, mais bon, c'est pas comme ça que c'est scénarisé. On a l'impression d'un couple qui s'aime. Hein. Bon. Ils n'ont que 3 filles. Donc, il faut aller chercher un cousin très, très éloigné pour reprendre la succession au niveau de la hiérarchie financière du château. Donc, ça commence là-dessus. Et grâce à lui, donc grâce à Matthew, nous sommes invités en tant que spectateurs à rentrer dans ces us et coutumes très particulières de l'aristocratie d'un côté et de la domesticité de l'autre, et des deux côtés, des interactions qui se passent, où tout est bien fixé, bien strict. Et évidemment, tu te doutes que l'idée, c'est qu'on va voir comment ça se change tout ça. Comment les gens arrivent à gérer entre eux les rivalités. Si tu es valet de pied, c'est pas la même chose que si tu es majordome. Et de la même façon, au sein de la famille proprement dit, mais tout ça forme une famille en réalité. Il y a ce Lord Robert Crawley qui, il y a un rapport très respectueux par rapport à la domesticité. Alors, on a reproché évidemment aux scénaristes d'idéaliser l'aristocratie, autant te dire que, bon, effectivement, il n'y a pas là de droit de cuissage ou de choses comme ça dans le film. Mais
Bon, en même temps, c'est ça aussi qui va donner une nostalgie. On aurait aimé que ça soit ça tout le temps, l'aristocratie et la domesticité, surtout sur le final où il y a un sentiment que la société va évoluer. Ouais. Moi, je fais partie d'une génération, je pense qu'on est la même, où on n'est pas dit que l'avenir va être, mais on nous a appris que l'avenir serait meilleur que le passé, qu'on allait On est avoir la plus. dernière génération, à mon avis, dans cette situation. Oui. Donc le C'est plus le film, cas aujourd'hui. ouais, le film dans les années 30 laisse sur ce côté où ça va évoluer. On est passé 1912 à 1930 on a eu l'électricité qu'il n'y avait pas. Le début du téléphone, qu'on le voit aussi dans la série. Le début des voitures. Tout ça n'existait pas. Donc, on a l'impression de reprendre aussi les fils de cette évolution et Ouais. s'arrêter en 1930. Quelle promesse de vie. Bon, nous, on sait qu'après, il y a eu 1945, et, enfin 39-45, même avant d'ailleurs, 33. Mais voilà, tout était ouvert par rapport à ça, dans l'idée d'une vie merveilleuse qui associait une technologie, une certaine égalité, des possibilités d'évolution, d'ascenseur social. Bon, on n'a pas l'impression que c'est ça aujourd'hui. C'est peut-être pour ça qu'on aime être dans ce film et même dans la série, parce que bah, c'est pas cette impression qui se dégage dans nos vies actuellement, même quand on est très optimiste. On a plutôt l'impression qu'on part en arrière quand même. Hein. Enfin, en arrière au sens humanisme. Hein. On est bien d'accord. Donc, On est d'accord. Tout à fait. donc voilà, est-ce que ça situe bien Oui, l'histoire oui, totalement. Absolument. Là, on a compris en effet maintenant quelle était voilà, une sorte de synopsis de Downton Abbey. Absolument. On peut Voilà. continuer sur les différents thèmes, hein, évidemment. On parlait, je crois, on s'était arrêté au logement, c'est ça? Alors, pas Non? encore. Alors, Mais reprenons. alors, donc, au niveau des classes sociales, donc cette évolution qu'on a vue, et surtout la place de l'argent. Dans l'idée, est-ce que c'était mieux avant? Évidemment. Effectivement, donc ce déterminisme qui a évolué, on pense à un progrès. Ce changement de paradigme, donc cette évolution des années 30, donc cette idée que tout va pouvoir évoluer et que l'argent qui peut manquer mais se trouve, on a un grand changement et c'est là on arrive de la petite histoire du film et de l'histoire de chacun que ça a pu refléter de cette époque, de grands-parents, nos arrière-grands-parents, à j'allais dire, ce clap de fin avec les années 80. Les années 80, c'est les années fric, c'est aussi des années très positives pour ceux qui les ont vécues, mais se met en place, je t'entends pas très bien, Rien, j'écoute se attentivement. met en place ce qu'on appelle une politique ultra-libérale. Donc comme là, la série est britannique, je parle de la Grande-Bretagne avec Thatcher. Thatcher qui va mettre en place cette économie déréglementée, qui est le début de ce qu'on voit aujourd'hui, enfin des conséquences que l'on voit avec des ultra riches, au-delà même des ultra riches, c'est des gens qui ont une énergie financière qui est surhumaine. D'ailleurs, peut-être pour ça qu'ils sont devenus surhumains et incapables de comprendre les humains, enfin, si tant est que ça puisse être leur souci. Donc, on a Thatcher, inspiré de l'économiste Frédéric Hayek, dont on n'est pas sûr que ces théories puissent amener à une certaine croissance économique, mais souvent les économistes, il y en a très peu on a pu expérimenter concrètement leurs théories et en tout cas le succès qui était promis au niveau de leurs théories. En tout cas Un là, prix Nobel d'économie, hein, Friedrich Hayek. eh oui, mais au niveau du terrain, ça a été quand même une catastrophe pour beaucoup de Britanniques. En plus, fondée sur une idée de la méritocratie, qui était quand même de la part de Margaret Thatcher un gros mensonge, puisque je voudrais quand même rappeler que Margaret Thatcher n'a jamais connu la pauvreté. Donc il y a cette légende qu'elle avait un père tyrannique, commerçant, qui lui faisait compter les centimes, etc. En réalité, très vite, elle a fait un mariage avec quelqu'un d'extrêmement riche. Elle n'a connu que l'opulence. Donc, si c'est ça la méritocratie, voilà. Donc, elle a coupé tous les budgets qui permettaient une redistribution
en réalité. Donc là, on n'est plus du tout dans la notion de Lord Crowley, aristocrate, qui va faire que sa domesticité soit à l'aise, bien, à les aider quand besoin. Là, c'est pas ça. Là, c'est une rupture radicale qui a fait tache d'huile. Hein. Donc il y avait Reagan qui était dans cette même logique. Alors, quand je dis Reagan, c'est tout le système politique américain. Nous, en France, on était Giscard-Mitterrand, qui a estimé que cette politique libérale était celle qui devait être, et de trouver qu'une économie déréglementée aide l'économie. Enfin, on est déjà quand même dans un peu une inversion, non? Enfin, ça veut dire, voilà, c'est la fameuse main invisible dont on a mis en avant les théories d'Adam Smith, qui fondamentalement, quand on apprend ça, qu'on apprend la notion de main invisible, visiblement, c'est pas si invisible que ça. Hein, c'était une autre époque où il y avait que la Grande-Bretagne qui avait la main, donc évidemment, elle pouvait être, elle estimait que c'était la main invisible. Voilà. Donc Margaret Thatcher, est-ce que là c'est la fin de l'aristocratie britannique? Ben non, elle existe toujours, l'aristocratie britannique, mais c'est la fin de de ces valeurs, en tout cas montrées dans un élitisme. Là aussi, qu'est-ce que ça veut dire être élite? Là, c'est en tant que philosophe aussi que je pose la question. Qu'est-ce que ça veut dire être élite? Qui sont les élites aujourd'hui? Alors, tu vois, j'ai été chercher quand même la définition d'élite parce que j'avais un doute, peut-être qu'il y aurait quelque chose qui m'aurait échappé. Il doit y avoir une racine commune avec élu. Alors oui, tiens, oui, parce que élite, donc c'est les personnes donc les plus talentueuses, les plus intelligentes, les plus vertueuses, qui par ces raisons sont destinées à guider l'ensemble de la société. Je pose la question, est-ce que les gens qui se disent élite, alors parfois je lis zélite avec un Z. Oui, bah évidemment. C'est ironique. C'est pas ça l'élite. Alors, qui est confondue avec cette oligarchie, hein, plus exactement, mondialiste, apatride. Hein, j'aime bien reprendre ce que dit Claude Janvier. Apatride, c'est très important. Ça dit tout. Donc, c'est ce passage, encore une fois, là, c'est des inversions. L'élitisme, pour moi, tout à chacun, hein, là, c'est pas forcément l'aristocratie, justement, tout à chacun peut être élite, ou en tout cas, être dans un cap d'excellence. Et c'est plutôt l'inverse qu'on met en avant. Bah depuis, à partir de ce jour, on a une élite hors sol, une élite déracinée, un peu d'ailleurs, qui cherche d'ailleurs le déracinement de son propre peuple pour être à son image. Oui, et puis paradoxalement, qui n'est plus du tout dans une réalité. Finalement, le cinéma et ce film-là est plus réel et parle plus de la réalité que ces gens-là, que leur conscience. Encore une fois, pour moi, ça ne peut être l'élite. Et l'on espère le retour de l'élite, de l'élitisme dans tous les domaines, notamment artistiques aussi. Donc, après ça, est-ce qu'on est dans une régression humaniste ? Puisque finalement, cette idée d'une excellence ou de magnifier ce qu'on a au départ, que ça soit notre intelligence, notre art de vivre, quand je parle aussi que ce soit au niveau personnel, mais aussi au niveau du collectif. Le personnel ne peut exister sans le collectif et le collectif n'existe pas sans le personnel. Hein. Donc, quand je parle de ça, c'est pas aussi tout à chacun, c'est aussi de cet élan qu'on va donner dans une société. Là, on a plutôt l'impression que plus tu es médiocre, plus on va te mettre en avant. Bon, je ne voudrais juger personne actuellement au gouvernement. Mais... Évidemment. Bon, en tout cas, donc cette idée de la fin de la redistribution des richesses avec des ultra-riches du fait de cette économie déréglementée qui a lancé justement ce concours d'être que riche finalement financièrement. On est aujourd'hui dans l'actualité où, tu as vu, il y a la taxe Zuckman qu'on nous a remis sous le nez en nous disant, mais regardez, mais si... Payer les riches, voilà, les ultra-riches. Voilà.
Mais il paraît que non. Il paraît que... Donc il y a toujours cette illusion qu'on laisse entendre qu'on va redistribuer. On oublie que ce système-là, fondamentalement, est foncièrement inégalitaire. Mais on a encore, vous savez, la gauche va vous remettre cette taxe-là qui va changer tout. Alors, il faudrait voir avec un économiste proprement dit pour savoir si cette taxe, alors c'est une taxe qui touche en réalité peu de gens. Enfin, elle touche les entreprises aussi, les multinationales, elle touche les milliardaires. Est-ce qu'elle rapporterait beaucoup ou est-ce que c'est pas une façon de faire une espèce de séduction par rapport aux gens qui n'en peuvent plus en disant nous on est taxés, c'est les plus riches qui sont pas taxés, qui d'ailleurs en réalité sont eux qui sont les plus subventionnés. Il faut quand même bien les assister, c'est eux, c'est pas la population, mais bon. Je voulais justement, étonnamment, voir ce que dit Le Monde par rapport à ça, le journal Le Monde, hein, que j'ai en widget. Et puis parfois, ça me permet de revoir cette réalité-là officielle des médias, parce que sinon, on ne comprend plus vraiment ce qui se passe. Ce qui est dit à la majorité des gens et ce qu'ils arrivent à croire, puisqu'on est quand même arrivé dans une société où on est en parallèle avec ceux qui se posent des questions, ce qui est normal, qui regardent l'actualité avec un certain détachement, une certaine lucidité, et qui savent qu'il n'y a pas de savoir absolu, et la plupart des gens à qui on donne un savoir et qui croient savoir et qui de fait ne s'interrogent pas et qui suivent effectivement ces litanies qui sont données par les médias officiels. Donc c'est important de voir ce qui est dit dans le Parisien, qu'il a d'ailleurs, petite aparté, il paraît qu'il y a un virus qui maintenant s'appelle Frankenstein. Enfin, bon, bref. C'est le nouveau variant. C'est le nouveau variant du Covid. Un nouveau variant. Hybridation. Et d'ailleurs, sur le terrain, ça nous fait constater, étonnement, donc hier, j'ai pris le métro pour faire l'émission avec Mike, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils ont à remettre des masques? Voilà, donc comme ça permet de comprendre ce qui se passe. L'explication, c'est Frankenstein. Voilà, sinon on ne comprend pas. Donc, je suis ce que dit le journal Le Monde pour avoir un repère par rapport à une actualité décalée. Et donc, nous dit Le Monde, la taxe Zuckman rejetée par les possédants, bien au-delà des 1800 ultra-riches qui devraient la payer. Donc, on est en pleine tractation budgétaire. Donc, c'était un peu avant. Hein. On n'y est plus maintenant. Apparemment, le Cornu a dit non. Ce qui m'a choqué, c'est ce terme, je ne sais pas si on a bien entendu, la taxe Zuckman rejetée par les possédants. Ce mot m'a choqué. C'est qui les possédants? Parce qu'on comprend, alors si les possédants, c'est des gens qui ont les moyens, beaucoup de moyens, qui peuvent justement contester une taxe dans laquelle ils auraient peur d'être touchés, mais c'est qui les non-possédants? C'est nous les non-possédants? Est-ce que justement... Vous ne posséderez rien et vous serez heureux. On en est à cette idée-là, hein? Exactement. Est-ce qu'il est prévu de ne rien posséder? Quand on parle de possédant, je ne sais pas, toi, l'effet que ça te fait d'un journal, voilà, les possédants. Donc désormais, ça met l'opprobre sur les possédants, donc sur tous les possédants finalement, hein, par effet de contagion, c'est tous ceux qui possèdent un bien qui sont jugés, stigmatisés, pointés du doigt. Et on voit bien la logique qui est à l'œuvre. On voit bien la logique qui est à l'œuvre et qui est l'idée qu'en fait, ceux qui croyaient posséder quelque chose, qui est quand même beaucoup de gens, c'est plus eux maintenant. Oui. Vous allez être dépossédé bientôt et on le voit bien. Alors, dans le film, revient, il y a une scène, alors je ne veux pas déflorer, parce que j'encourage à aller voir le film, donc je ne veux pas je veux garder un certain suspense pour que ce soit apprécié, bien que la bande-annonce est assez explicite sur le film. On a Lord Robert Crawley, donc, qui est amené à visiter un appartement à Londres. Il n'a jamais vu d'appartement dans sa vie. Il a toujours vécu dans des châteaux.
Et ce qui était assez touchant, c'est qu'il dit, mais comment on peut vivre dans un lieu pareil? Alors évidemment, tu te doutes que c'est un appartement cossu quand même, hein. Comment on peut vivre là-dedans? Il dit avec des étrangers au-dessus et des étrangers en dessous. Il ne revient pas qu'on puisse vivre comme ça. Et alors quand je dis étranger, je dis pas je parle de gens qui ne sont pas de la famille. Donc la famille élargie, la famille aristocratique et la maisonnée. Mais c'est effectivement cet étonnement-là, il est aussi pour tous les gens qui vivent dans une maison individuelle. C'est très bizarre quand même de vivre parmi des gens dont tu entends les bruits en plus. Donc moi j'habite Paris. Un logement collectif. On ne peut pas dire que les appartements soient très isolés au niveau, au niveau du son. Donc tu te retrouves bon. Mais avoir un chez-soi, moi ça me semble très important, mais Oui. pas du tout. Pas du tout pour le gouvernement. Et je rappelle quand même que Emmanuel Vargon, qui était ministre du Logement, a qualifié en octobre 2021 que les maisons individuelles étaient un non-sens écologique, économique et social. Et voilà. Et voilà. Alors, ce qui d'ailleurs peut justifier ce DPE, qui n'est pas nouveau. La seule différence, c'est qu'avant, il n'était pas obligatoire. Ça pouvait apporter un plus sur ton bien, que ça soit pour le vendre ou décider d'en acheter un ou le louer. Bon, maintenant, c'est obligatoire. Ça semble, de ce que j'en ai entendu, très arbitraire. Suivant la société qui va faire cette analyse, ça ne va pas être la même chose. Et qu'en plus, croyant qu'au niveau thermique, tu vas gagner en termes d'isolation la plupart du temps, et donc thermique, donc consommation énergétique, il semblerait qu'il n'en soit rien. Mais, alléluia, il semblerait que ça va diminuer les émissions de CO2. Hein, donc là, je reviens sur mon sujet par rapport à l'écologisme. Donc, ce DPE, alors en plus, donc on en vient sur cette crise du logement qui existe réellement, mais qui est d'autant plus renforcée donc avec le DPE, puisque l'idée c'est de supprimer des logements à la location et à l'achat, en sachant qu'en 10 ans, donc 2012-2023, le nombre de personnes sans abri a plus que doublé. Donc, qu'est-ce que ça va être s'il n'y a plus de logement? On avait quand même la promesse de Macron qu'il n'y aurait plus de gens dehors, qui vivaient dehors. Bon. Enfin, ça, c'est le principe de l'écologisme. C'est important de lutter contre les émissions de CO2 qui vont sauver la planète, quitte à sacrifier la vie des humains. Mais ça, c'est pas grave. C'est d'abord la planète qui compte. C'est ça. On sauver voit la bien planète. Le délire dans lequel on est rentré. Je vais peut-être vous faire un peu peur. Là, c'est un film d'horreur, mais malheureusement, c'est pas au cinéma. Je relève ce qui a été, suite au DPE, donc dans les mesures qui sont imaginées au nom de sauver la planète. Là, je reprends je l'ai trouvé dans le livre de François Gervais, qui s'intitule « Il n'y a pas d'apocalypse climatique ». D'ailleurs, je vais le redire, il n'y a pas d'apocalypse climatique, qui cite des mesures qui sont en prévision, qui peut-être se feront pas, j'espère qu'elles ne se feront pas, qui est proposé par un think tank qui est affilié à la Caisse des dépôts, donc ça c'est en France, c'est très officiel, qui s'appelle Novetic. Donc là, je vais vous parler déjà de leurs idées magnifiques au niveau du logement, pour sauver la planète évidemment. Donc, alors, et qui va revenir justement sur notre Lord Robert Crowley, sur lequel on peut s'identifier quand il s'inquiète de là où il pourrait loger. Les logements neufs obligatoirement collectifs et limités à 30 mètres carrés par habitant. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, on nous a dit que il fallait qu'on ait des espaces plus petits. C'est marrant que ça commence à infuser. Et collectif. Donc peut-être que quand tu as un appartement qui fait 40 mètres carrés, on va te demander d'héberger quelqu'un. C'est marrant, ça nous rappelle quelque chose un peu l'URSS peut-être. L'Union soviétique, j'allais le dire, oui. Voilà. Alors aussi une autre idée, le rationnement de la consommation d'électricité avec surtaxe au-dessus d'un certain niveau. On va plus pouvoir faire nos émissions en Zoom.
je sais pas, ou à partir d'un certain niveau. Le couvre-feu thermique pour imposer une température maximale de 17 degrés dans les logements. Alors déjà, on a eu le délire des 19 degrés, soi-disant que c'était mieux. Il n'y a aucune preuve scientifique, médicale ou quoi que ce soit, ni d'ailleurs même économique. Voilà. Il semblerait que ce soit plutôt 23 degrés qui, au niveau de nos métabolismes en règle générale, soit plus confortable, n'amène pas à surcroît d'énergie. Après, c'est individuel, mais là, voilà, 17 degrés. Bon. Donc, voilà, c'est tout cet écologisme-là. Et je reviens, parce qu'il n'y a pas de hasard quelque part. Rappelons que Margaret Thatcher était très sensibilisée à la question écologique. Comme par hasard. Comme par hasard. Et rappelons aussi, comme quoi, là aussi, c'est assez étonnant, c'est qu'avec cette économie déréglementée, nous avons quand même une Margaret Thatcher qui a été à l'initiative de la création du GIEC. Donc GIEC, donc dans la traduction française, groupe d'experts intergouvernemental pour l'évolution du climat. Bon, à savoir qu'il n'y a pas d'experts, j'en reviendrai là-dessus. Donc 88, donc le GIEC, émanation de l'ONU, de la même façon que l'OMS est une émanation de l'ONU, et elle a été aussi à l'initiative du sommet de la Terre de Rio en 92. Donc je me permets cette équation assez facile à voir. Déréglementation de l'économie plus écologisme, je dis bien écologisme, égale appauvrissement de la population. Donc les deux vont de pair. Bien évidemment. Mais non, en fait. Non, il y a eu une manifestation, tiens, juste dimanche. Oui, alors justement, l'écologiste n'est pas un système de spoliation, à l'inverse. Alors, à tout l'inverse. Tout l'inverse, c'est de la justice sociale. Donc, tout ce que j'ai dit par formidable. rapport au tout, c'est de la justice sociale. Parce que, en fait, en réalité, ils ratissent large maintenant parce que effectivement, il y a quand même des gens qui se posent de plus en plus des questions, surtout quand leur porte-monnaie réduit au fur et à mesure au nom de sauver la planète. Je pense que là, ça commence à vraiment faire mal. Alors, donc, ils font alors aussi justice et liberté et aussi défendre Gaza. Tu vois, il y a un package. À ce niveau-là, maintenant, l'écologisme, c'est tout. C'est un peu comme l'OMS avec le One Health. Tout est santé, tout est écologisme, tout est bon. Parce qu'effectivement, donc, il y avait une désertion. Alors, il semblerait que moi, j'y étais pas. C'est un peu étonnant. Tu n'y étais pas non plus dimanche, je pense. Non. Je revenais de vacances, justement. Je revenais de vacances en avion. Je saccageais la planète. Ben voilà. J'espère que tu as dédommagé, comme dédommage Al Gore à chaque fois qu'il fait un voyage sur ton empreinte carbone. Bon. Oh, par les taxes, les impôts, ils m'imposeront le dédommagement. Je leur fais confiance là-dessus. En tout cas, donc ça n'a pas bien marché. C'est quand même 260 collectifs. Après, c'est toujours intéressant de savoir qui les finance. Bon, et pourquoi et pour qui. Enfin bon. Et alors, parce que non seulement donc les thèmes sont rattachés, donc divers et variés. Bon, bientôt, pourquoi comme il y a un problème démographique qui se pose de plus en plus, ils vont peut-être rattacher aussi le soutien à la natalité. Je ne sais pas, tout est possible. Déjà, ils ont essayé de raccrocher les wagons avec le 10 septembre, donc le bloquons-nous. Puis raccrocher les wagons avec le 18 septembre, donc là qui est une grève, on va dire habituelle. Syndicale. Voilà, avec nos syndicats, pour ensuite donc préparer la COP 30. La fameuse COP 30, donc chaque année c'est la même chose. La COP 30, sincèrement, on va dire que c'est un marché du carbone. Mais officiellement, ça va être encore pour lutter contre les énergies fossiles. Et il va y avoir encore des promesses qui vont se faire. Les pays en voie de développement, qu'on va dire, arrêtez d'émettre du CO2, approvissez-vous, mourrez, laissez-nous tranquilles. Et ils vont dire non, nous on veut du progrès. Enfin bref. Et puis, après la COP 30, quoi d'autre? Les municipales.
les Oui, municipales en France qu'il s'agit déjà de préparer. Donc, effectivement, tous les thèmes sont en rabattus. 2026. Oui. Mhm. Voilà. Alors, pour conclure, à moins que... Ah, Et puis la présidentielle, et j'ai envie de dire un candidat tout trouvé pour cet écologisme qui soit en même temps de l'écologie et une justice sociale, que l'on teste à des niveaux assez étonnants dans les sondages, qui n'est autre que Raphaël Glucksmann, l'homme de la CIA, l'homme des révolutions de couleur, qui m'a l'air d'être vraiment l'homme idoine pour récupérer ce mouvement fort de l'opinion vers une écologie, vers un écologisme de justice sociale. Non ? et qui sera invité au journal télévisé, évidemment. Ah bah et qui aura toutes ces couvertures de Paris Match, etc., etc. Évidemment, c'est peut-être lui le futur candidat qui va emporter la mise, allez savoir. Bon, alors se pose la question, partir ou rester hein, en France. Bon, bref, alors, bon, en tout cas, sur ce melting pot dorénavant d'idées, d'écologisme, etc., je ne sais si un jour on en fera un film. Je ne suis pas sûre, écoute Nicolas, que j'irai voir ce film. Alors, à moins qu'effectivement on ait un bon scénario avec de bons comédiens, une belle histoire, une belle musique, etc. Ça, on l'a déjà, mais ça risque d'être un film d'horreur, en tout cas, quant à la suite qui nous est promise, en tout cas, telle que tu peux nous la promettre, et de ce que seront les conséquences, justement, de cet écologisme, sur le plan social comme politique. Ah oui, écoute, en tout cas, le Économique. cinéma et les autres films que je présenterai au fur et à mesure, c'est aussi une école de la vie. Donc, ce final de Downton Abbey, on ne sait pas, on imagine ce qui pourrait se passer après les années 30. Bon, alors, que deviendrait Lady Mary ah bah alors, Lord Robert serait décédé depuis. De revoir toutes ces promesses qui étaient au niveau des années 30, j'espère que ça nous donne une lucidité de ce qu'on voudrait, d'avoir un horizon au niveau de l'avenir, comment la technologie, comment des sociétés à la fois plus libres, qui sortent des carcans, mais qui restent aussi dans des repères, de concilier les deux, concilier une certaine tradition, une certaine excellence, même donc dans un élitisme, et en même temps, liberté, un ascenseur social. Est-ce qu'on peut trouver un équilibre entre toutes ces nuances finalement? Et puis surtout avoir clair sur les dérives actuelles dont l'écologisme en fait partie. Enfin, l'écologisme, alors ce qui est bien, c'est comme ils mettent un package, on a compris que tout allait dans le même sens. Bon, c'est eux-mêmes qui montrent les objectifs. En tout cas, le cinéma, nous dit Claude Lelouch, c'est mieux que la vie. J'espère que faisons que le cinéma rende la vie meilleure. Ça, c'était ma dernière phrase. C'est voilà, quand même l'art. Remettons l'art, la poésie aussi. Quand toute cette soi-disant politique. Donc, comme tu l'as présenté, mes billets d'humeur, c'est une façon de montrer que la politique est absente de notre pays. La vraie politique, la vraie gouvernance. Oui, moi, ce que m'inspire cet exposé sur les parallèles à faire entre cette époque des années 30 en Grande-Bretagne, Downton Abbey, et l'époque actuelle, eh bien, c'est la montée des totalitarismes, la montée des idéologies totalitaires, le nazisme, évidemment, les fascismes, et les fascismes d'aujourd'hui, l'écologisme, pour moi, qui sont les fascismes d'aujourd'hui, qui se présentent évidemment comme antifascistes, hein, bien sûr, mais qui pourtant sont dans la même veine parce qu'on le voit bien, ils orientent vers une société, vers le communisme, le collectivisme, et puis aussi l'intolérance crasse, on le voit bien avec nos politiciens. Et donc il y a un rapport parce que je pense que nous vivons aujourd'hui, comme durant les années 30, une période de tous les dangers. Alors justement, s'en souvenir, est-ce qu'on va faire comme quand on était enfant avec les ardoises magiques, on va être capable d'effacer tout ce qui s'est passé, qui nous met effectivement dans cette équivalence de 33 et 39, pour repartir sur de nouvelles voies qui nous écartent de ces systèmes qui sont des bis repetita, effectivement. Oui. C'est tout le sujet, 90 ans après, justement. Un cycle complet. Et le retour de l'inquiétant. Et en effet, je pense que c'est très important
car ces pseudo-menaces existentielles que serait le réchauffement climatique de nature anthropique lié au CO2 est, tout comme la guerre, le narratif de la Grande Guerre, des éléments contraignants qui nous amènent vers une société qu'on peut craindre être une société totalitaire. Et pour différentes raisons. Pour notre bien, il paraît. Comme toujours. Ça, c'est toujours pour notre bien. Très bien. Eh ben, écoute, merci beaucoup Laurence pour cette chronique qui était une chronique cinéma et politique, voilà, sur des questions liées au social, au sociétal, et puis à l'écologie, à l'escrologie, à l'escologisme. Évidemment, qui est un des éléments très importants des combats qui sont les tiens aujourd'hui dans les différents médias dans lesquels tu peux passer. On en a parlé. C'est à la fois France Soir, c'est Nexus, c'est de plus en plus maintenant Géopolitique Profonde TV. Eh ben, c'est très bien. Merci beaucoup pour cette chronique. Merci à toi. Et puis, je te dis, donc, puisque tu es dorénavant une récurrente de GPTV, à mardi prochain pour une future chronique. À mardi prochain. Alors, j'hésite entre Sirat et le dernier avec DiCaprio, ou les deux, nous verrons. Eh ben, on verra ça, en tout cas, et les conséquences qu'on pourra en tirer sur le plan politique, économique et social. Merci beaucoup à toi. Excellente journée. Et puis, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.